Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est André Maillé-Périard. Je suis la directrice générale de Réseau Réussite Montréal et je serai votre animatrice ce matin. Bienvenue à ce webinaire sur la motivation et l'engagement en ce matin de tempête hivernale. Le sujet dont on parle nous intéresse depuis longtemps par son importance pour la réussite éducative, parce qu'on sait que la motivation et l'engagement sont des facteurs essentiels à la persévérance scolaire et que l'engagement est également un prédicteur fiable de risque de décrochage scolaire. Nous avons donc, on sait que ça nous tient à cœur et que ça vous tient à cœur, donc on est très heureux d'être ensemble ce matin pour en discuter avec deux experts que je vais vous présenter tout bientôt. Vous étiez plus de 500, vous êtes inscrits à ce webinaire. Merci. Les gens continuent à se brancher. Puis pour ceux qui nous écouteront en différé, on le sait, il neige, les enfants sont à la maison. Alors, j'espère que vous aurez profité de cette belle neige-là et quand vous nous réécouterez, bien, que vous apprécierez ce webinaire. Je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer qu'à la fin du webinaire Réseau Smart, on va lancer une capsule qu'on a fait sur les ingrédients de la motivation. Alors, j'espère que c'est un outil qui pourra vous être utile. Puis, je souligne également que ce webinaire-là, ben, il prend place et lieu pendant les journées de la persévérance scolaire qui se déroulent cette semaine du 10 au 14 février sous la thématique La persévérance fait toute la différence. Alors, s'il est encore temps de participer, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la journée jeudi persévère. J'ai mis un petit peu de verre là, sur mon foulard ici là, ce matin avec vous. Alors, tous les pantônes de verre sont acceptés, tous les accessoires, donc il n'est jamais trop tard pour porter un peu de verre. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter nos deux conférenciers, simplement vous informer qu'il y aura une période de questions à la toute fin du webinaire. Donc, je vous invite à utiliser en tout temps la fonction questions-réponses qui est en bas de votre écran pour nous poser des questions. On a quelqu'un qui va surveiller le module de questions tout le long du webinaire puis qui va pouvoir à la fin là, prendre vos questions puis nous les proposer. Puis aussi, je le disais rapidement, mais je vous le rappelle, le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès à un lien de rediffusion là, pour écouter ce webinaire et à la fin de ce webinaire-là aussi, un dossier documentaire va vous être acheminé avec le vidéo, l'infographie, des liens et liens des ressources là, intéressantes sur le sujet. Alors, voilà, il est temps, messieurs. euh, ah, non, c'est pas tout de suite. Juste avant que je vous présente, euh, simplement vous dire aussi que nous allons donc croiser, puis je le sais là, que vous voyez qu'il est écrit Brigitte en dessous de mon nom, mais je suis bel et bien André Maillé-Périard, là. C'est Zoom qui ne veut pas collaborer. On a changé mon nom, mais il a décidé que ce matin, pour cette tempête, je m'appelais Brigitte, qui est un très joli prénom d'ailleurs. Alors, pour la rencontre ce matin, ce qui a initié aussi cette rencontre-là, c'est qu'en 2023, après, vous savez, là, la pandémie mondiale qu'on a connue et puis l'école en ligne, une journée sur deux, on a réuni un petit think tank de gens de terrain pour aller voir avec eux. Ils étaient très préoccupés par la motivation ou même on parlait de démotivation chez nos jeunes. Puis, ils ont identifié, ils voulaient discuter ensemble, mais qu'est-ce que la motivation, qu'est-ce qui approche, comment on repère une motivation chancelante, c'est quoi les gestes, les actions qu'on doit poser, les moyens qu'on souhaite utiliser. Donc, on est parti de tout ce corpus-là de discussions qu'on a eu avec nos partenaires terrain. Puis, c'est de ça qu'on a construit la discussion qu'on va avoir ce matin avec nos deux experts. Puis aussi, tout le long de ce webinaire, je vais vous présenter des données du dernier EQSJS, donc l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. Ça, c'est son long nom au complet, son petit nom, c'est l'EQSJS. La Direction de la santé publique de Montréal a fait suréchantillonner Montréal et puis ils ont fait une analyse pour nous, pour aujourd'hui, pour le webinaire, des données sur la motivation chez nos jeunes. Et puis, je pourrais vous dévoiler quelques données exclusives comme ça tout au long de ce webinaire. Puis on remercie la Direction santé publique, là. C'est un allié, un collaborateur de tous les instants. Et ça y est, nous y sommes. Peut-être juste
Oui, nous y sommes. Donc, c'est le temps de présenter mes deux experts qui sont de chaque côté de moi de l'écran. Alors, on a le plaisir d'avoir et qui vont se présenter un peu plus là, après que j'ai dit simplement leur nom et leur titre. Alors, il y a Frédéric Guy qui est avec nous, qui est professeur titulaire à l'Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en motivation, persévérance et réussite scolaire. Il est également directeur du groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale et directeur des programmes en mesure et évaluation. Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout le plaisir est pour moi. Merci, merci infiniment de m'avoir invité puis de pouvoir participer à ce webinaire-là qui, je trouve, a des questions fort intéressantes. Alors, bien hâte de me jeter dans la mêlée, comme on dit. Merci beaucoup, Frédéric. Et nous avons également avec nous Félix David Elsouci, qui est psychoéducateur et président de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Alors, Félix David, je te laisse te Oui, présenter. merci beaucoup André. Merci aussi pour l'invitation. Donc oui, comme oui, bien sûr, le président de l'Ordre des psychosociateurs et psychosociatrices du Québec, mais avant là, d'avoir le privilège d'occuper cette fonction-là, j'ai eu la chance de travailler comme éducateur en protection de la jeunesse, aussi auprès de la petite enfance, donc au fameux programme Agirto pendant les 3 années, 3 belles années où j'ai beaucoup eu de plaisir à côtoyer cette clientèle-là, mais aussi la plus grande partie là, de mon expérience s'est tournée davantage auprès d'une clientèle qui est dite euh, TEVA, hein, qu'on appelle en réadaptation physique, donc l'école, la transition école-vie active, dans laquelle j'accompagnais des personnes qui présentaient un handicap physique à l'intégration, soit d'une formation professionnelle, soit d'un travail ou encore même d'un appartement. Là. Donc, l'approche motivationnelle a fait beaucoup partie de mes réflexions puis de mon cursus, mais très grand plaisir, puis très grand privilège aussi de pouvoir là, échanger avec Frédéric aujourd'hui là, sur cette question qui est importante. Super. Alors, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation puis d'être avec nous. Je le sais déjà que les échanges vont être vraiment très enrichissants, inspirants. Donc, mais avant de vous donner la parole puis d'y aller avec une première question, j'ai une question pour vous, pour pour vous en ligne. Alors, je vous invite à répondre à ce petit sondage. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre travail au quotidien? Parce que la motivation, c'est notre petit moteur interne, puis ça nous concerne tout le long de notre vie. C'est bien important pour la réussite scolaire, mais c'est important dans la vie en général. Alors, je vous invite, c'est faire quelque chose que j'aime, me sentir à ma place, avoir le sentiment d'être capable de réaliser ce que je dois faire, savoir que mes réussites et mes échecs dépendent de moi, pouvoir déterminer comment réaliser ou organiser mes tâches, recevoir mon salaire. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre travail au quotidien? Vous pouvez choisir plus d'une réponse. C'est ça, choix multiple, c'est ça que ça veut dire? Donc, est-ce qu'on est prêt à afficher les résultats? Bon, alors, en haut du palier, faire quelque chose que j'aime, me sentir à ma place, avoir le sentiment d'être capable de réaliser ce que je dois faire, ce sont vraiment ce qui vous motive le plus, là, puis donc aimer ce qu'on fait. Semble être dans le haut du pavé. Alors, je vois là des ingrédients quand même actifs d'une motivation qu'on appelle intrinsèque, hein, c'est-à-dire le petit moteur qui vient de l'intérieur, ce petit feu qu'il faut alimenter. Alors, merci infiniment de votre participation. Alors, notre premier volet qu'on veut aborder ensemble, c'est l'effort et le sens. Alors, avant de poser ma question aux experts, je vais un peu vous partager ce que notre petit groupe de discussion et d'échange là, avait identifié là, pour la motivation. Donc, c'est le moteur pour atteindre notre objectif. Il faut accepter parfois de légitimer l'absence de motivation parce que la motivation peut varier. C'est une préoccupation que les gens nous déposaient.
La motivation, on peut la voir aussi, puis la constater. Il y a des signes de démotivation, les absences, les retards, des comportements. Puis en même temps, mais ce que vous nous aviez dit, c'est que la prévention semble difficile, on manquerait de ressources pour la repérer, ce manque de motivation ou cette démotivation. Il y a quelqu'un qui nous a dit, puis on a retenu cette citation-là, même les élèves, ah, ah, pouvez-vous retourner? Oui, merci beaucoup. Même les élèves qui se projettent dans l'avenir ne font pas toujours le lien, c'est- par exemple, entre leurs faibles résultats scolaires et le fait qu'ils veulent être médecins. Mais bon, ça, je pense que c'est un autre enjeu. Donc, je poursuis sur ce que vous nous avez dit. Ben, parfois, des efforts, ça demande de mettre plus de temps. Est-ce que c'est là que la démotivation pourrait apparaître? Est-ce que c'est lié? Bon, c'est des questions que vous vous posiez. Il faut que ça ait un sens, qu'on fait un sens, il faut qu'on sente que on s'en va quelque part. Puis, ben, ce qu'on cherche, c'est de la satisfaction pour être motivé. Puis parfois, ben, pour certains jeunes, aller travailler, ben, c'est beaucoup plus tangible que faire des efforts parfois à l'école parce que recevoir un salaire, c'est plus tangible, c'est plus concret. Donc, c'est un peu ce que notre think tank nous avait fait ressortir. Puis là, maintenant, messieurs, à vous maintenant, ma première question aux experts. Euh, Puis d'ailleurs, on parlait, hein, qu'on disait que la patience, la persévérance, ça fait toute la différence. Mais puis on le ressent dans les constats que notre comité nous a fait. Mais Frédéric, je vais commencer par vous. Comment rendre plus acceptable pour les jeunes les efforts nécessaires à l'atteinte d'un objectif? Merci infiniment, André, pour la question. Premièrement, c'est une excellente question. Il faut savoir que le jeune ou les jeunes qui fréquentent l'école, que ce soit le tout petit qui est à la maternelle, qui rentre à l'école, ou encore le jeune qui fait sa transition au secondaire, leur préoccupation, c'est pas nécessairement de réussir à l'école ou de bien faire leurs choses, mais souvent, les petits vont rentrer à l'école, vont dire, est-ce que je vais avoir des amis? Donc, il y a des objectifs de socialisation qui sont très forts. Je me rappelle, moi, quand mes enfants ont fait la transition du primaire vers le secondaire, ils me parlaient pas beaucoup de, oh, j'ai tellement hâte d'apprendre les mathématiques, le français, la lecture, l'écriture. La principale préoccupation, c'est est-ce que je vais avoir des amis, est-ce que je vais pouvoir m'amuser, etc. Donc, l'école entre et les matières scolaires qu'on impose aux enfants, parce que c'est une imposition, c'est pas un choix qu'ils font, ils vont faire des choix de certaines matières un peu plus tard dans leur développement, mais c'est une imposition, rentre en compétition avec plein de choses intéressantes qu'ils font dans leur vie. Alors, socialiser, faire un sport, jouer à un jeu vidéo, etc., ça rentre en compétition. Quand ils arrivent à l'école puis que l'intérêt n'est pas si manifeste que ça envers une matière scolaire, bien évidemment, ça pose des problèmes d'effort et d'engagement. Alors, la question, c'est de savoir comment on peut aider les élèves à faire ça. Vous savez, quand un élève rentre à l'école, premièrement, il faut qu'il trouve ça utile, plaisant ou important. Je voyais dans le sondage que ce qui vous motive le plus chez vous, c'est vraiment le plaisir que vous avez à venir à l'école, pas à venir à l'école, excusez, à travailler. Ben, c'est ce qui est tout à fait normal. Ben, faut cultiver aussi ce plaisir d'apprendre là dans les activités. Des fois, c'est difficile, c'est pas possible. À tout le moins, parce que l'élève trouve ça plus ou moins intéressant. Pour vendre l'importance et l'utilité des tâches qu'ils font. Et souvent, ça, c'est un peu escamoté. On ne justifie pas pourquoi on demande à l'élève de faire telle ou telle activité pédagogique. Moi, je pense que la justification, c'est important. Aussi, vous avez bien écrit dans le sondage que euh, avoir le sentiment d'être à votre place, avoir le sentiment aussi d'être compétent dans ce que vous faites, c'est un peu la même chose pour le jeune. Le jeune qui arrive à l'école va avoir des tâches qui sont à la mesure de leur développement, de leur potentiel. Des fois, la tâche est trop difficile, ce qui crée de la démotivation. Parfois aussi trop facile pour les jeunes, ce qui crée également de la démotivation. Donc, c'est d'essayer d'arriver dans une espèce de zone proximale de leur développement, de leurs habiletés pour qu'ils puissent se développer et développer ce sentiment de maîtrise et de compétence. Aussi, un des facteurs qui est très associé à leur réussite et à leur engagement, c'est les attentes élevées des enseignants. Donc, de maintenir des attentes élevées envers les élèves, croire en leur potentiel,
c'est aussi montrer qu'on est intéressé par leur réussite, montrer qu'on veut qu'ils puissent se développer. Et ça vient combler une espèce de sentiment d'appartenance qui est important pour eux, un attachement envers l'enseignant qui a été maintes fois montré dans la littérature scientifique comme étant quelque chose d'important. Donc, il faut travailler ces éléments-là pour faciliter l'engagement. Moi, je crois pas beaucoup au discours que certains élèves sont paresseux de nature. Ils vont être capables de s'engager dans bien des activités qu'ils jugent intéressantes. Ce qu'on leur propose des fois, c'est pas tout à fait à la mesure de leur intérêt ni de leurs compétences qui crée une démotivation. Alors, c'est là que je passe la rondelle à Félix David s'il veut ajouter quelque chose. Félix, Oui, merci. oui, au niveau Oui, ben merci, rendre merci les beaucoup. efforts acceptables. Exact. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Puis c'est très complet comme réponse. C'est sûr que quand on arrive une situation où un enfant euh, en fait, va vivre des défis au niveau des objectifs qu'on va essayer de rencontrer, une chose qui est importante, c'est vraiment de comprendre c'est quoi ses difficultés. Fait, comme psychoéducateur, ce qu'on va faire beaucoup, c'est de trouver ce qu'on appelle le niveau de convenance de l'enfant. C'est quoi la hauteur, pour être à la hauteur de son défi. Donc, parfois, tu sais, d'arriver, même quand un enfant a des défis sur le plan comportemental, ben, c'est d'y arriver de façon graduelle, hein, d'offrir des objectifs qui sont à sa portée, à la hauteur de ses capacités, pour pas qu'il se sente nécessairement, inhibé ou vraiment là, envahi par le défi qui se présente devant lui. Et aussi de pouvoir, des fois, lui adresser, puis vraiment lui dire, ben, écoute, lui offrir un suivi personnalisé de ses progrès. Donc, lui dire, regarde, on est rendu là. Un peu comme un plan d'intervention, mais beaucoup plus proximal auprès de l'enfant. Donc, beaucoup plus proche, beaucoup plus raccourci. Des fois, c'est même de la reconnaissance quotidienne qui va lui faire du bien. Et aujourd'hui, ça a super bien été. Tu as réussi à faire telle chose. Tu as vu comment ça a bien fonctionné. Tu as vu comment ça l'a été. Ça t'a aidé à progresser, à écouter. Bon, je sais pas quel défi va pouvoir se présenter aux enfants. Il y en a une multitude, mais vraiment d'être adapté, ajusté aux défis de l'enfant le plus possible à ses capacités, bien entendu. Merci pour ces premiers éléments de réponse très inspirants. Je vous partage une première donnée là, de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. Là. On assiste à une augmentation de 8% du niveau par rapport à la. En 2011, on avait 13% de nos jeunes qui démontraient un niveau d'engagement faible ou nul. Puis en 2023, on est passé à 21% de nos élèves qui déclarent un niveau d'engagement faible ou nul. C'est une augmentation de 8% quand même. Félix, vous avez commencé à nous présenter un peu des stratégies pour intervenir. Est-ce qu'on peut comme poursuivre là, dans cette voie-là Oui, d'autres suggestions de stratégies pour intervenir auprès d'un jeune qui pourraient montrer des signes de démotivation ou de désengagement? oui, puis encore une fois, tu sais, mon chapeau de psychoéducateur veut pas, là, ça sortira jamais de moi, mais c'est vraiment de bien comprendre les causes du comportement. Parce que, tu sais, un désengagement, ça peut être très large, hein, ça peut être induit par une multitude de choses. Est-ce que l'enfant, le jeune, va vivre un désengagement? Est-ce que ça peut s'expliquer par une diminution de sa confiance dans ses tâches? Est-ce que, il se sent à sa place à l'école? Incompris, hein, parfois, est-ce qu'il vit de l'exclusion sociale? Est-ce qu'il est littéralement incapable de se concentrer pour des choses qui se dérouleraient à la maison ou euh, des enjeux qui pourraient être d'ordre neurodéveloppemental aussi? Donc, l'important, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre. Je comprends que le temps, c'est une denrée rare dans le milieu scolaire, mais des fois, ces choses-là, ça se fait au quotidien, hein, de prendre d'écouter, puis on va revenir, je sais que c'est un des thèmes, mais de prendre le temps de moduler, hein, j'en ai parlé un peu plus tôt dans la réponse présente, mais moduler les tâches pour qu'ils se sentent capables de faire les tâches selon ses difficultés personnelles. Donc, on évite c'est le one size fit all, comme on dit en bon français, mais d'avoir vraiment un suivi personnalisé de son progrès, d'avoir, par exemple, un carnet de bord avec lui des fois qu'il va pouvoir compléter, avoir avec lui des pistes de solutions qui sont très euh, accessibles, encore une fois. Donc, d'échanger aussi sur son senti, hein, d'avoir des périodes où on va pouvoir échanger, soit en début, en fin de classe, question de voir comment ça s'est passé. Des fois, c'est avec le groupe, des fois, c'est seul avec l'enfant, tout dépendamment de l'enfant, puis de la réalité dans laquelle on est là, au niveau de la classe. Ce qui est important de réfléchir autour de ça, c'est vraiment de mettre en place un climat sécurisant. Un climat sécurisant aussi, ce que ça peut faire, c'est oui, il y a un aspect relationnel avec l'enfant directement. Il y en a un avec la classe,
mais il y en a aussi un avec l'école. Donc, tout le monde doit se sentir concerné par l'accueil qu'on fait aux jeunes pour que justement, ils se sentent qu'il y a beaucoup de recherches là, qui tentent vraiment dans ce contexte-là, que la prévention a beaucoup plus d'impact sur la motivation puis sur le bien-être à l'école, notamment là, Frédéric pourra confirmer, mais Madame Beaumont là, de l'Université Laval qui a beaucoup travaillé sur le climat scolaire, Claire Beaumont, donc allez voir là, si jamais vous êtes intéressé à en connaître plus sur l'importance du climat scolaire. D'avoir des petits groupes aussi restreints hein, pour bénéficier du soutien des pairs, des fois des pairs qui sont plus des amis. Donc, on vient alimenter le plaisir avec le sentiment de compétence, avec l'autonomie aussi, c'est toujours le fun. Aussi essayer de mobiliser des thèmes qui lui conviennent, hein, un jeune qui va aimer le sport, qui va aimer les échecs, je ne sais pas, là, tous les intérêts sont dans la nature, mais d'essayer d'intégrer les apprentissages à travers ça. Euh, Bonifier aussi, hein, dans le fond, l'importance qu'on veut, puis Frédéric, tu l'as dit, puis c'est une phrase que j'ai même surlignée en gros dans mes notes, cultiver le plaisir. Cultiver vraiment l'importance de faire des efforts, que c'est pas nécessairement le résultat, vraiment l'effort qui nous permet de se mobiliser puis se persévérer aussi au niveau scolaire. Donc, grosso modo, c'est un peu les choses dans lesquelles il faut garder en tête là, pour entretenir ça sur le plan un peu plus concret, si on veut dire ça. Ouais. André. Merci beaucoup, Félix David. Frédéric, est-ce que tu souhaites Euh, ajouter quelques éléments ouais, de ben, stratégie? Oui. pas tant d'éléments à compléter, mais je pense que Félix David le souligne bien, là, toute la question des Merci. relations sociales, Ouais. c'est important. Vous savez, quand vous faites l'objet de rejet, vous êtes ridiculisé, à la fois quand vous êtes au primaire ou au secondaire, ben, ça crée aussi une espèce de climat où vous vous demandez constamment qu'est-ce qui va m'arriver à l'école. Est-ce que je vais avoir des amis? Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce que je vais faire l'objet de moqueries? Ça occupe vos cognitions, votre pensée. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas nécessairement capable de vous concentrer sur l'information qui est présentée en classe puis qui va vous permettre de réussir. Même chose sur un jeune qui souffre d'un déficit de l'attention. Ben, à un moment donné, whoop, il vient de décrocher, il est plus là, pas capable d'assimiler les informations, les outils qu'on lui présente. Puis là, il n'y a pas ce bagage-là par la suite pour pouvoir procéder à, par exemple, la résolution de problèmes en mathématiques ou encore pouvoir mettre à profit des stratégies de lecture, d'écriture dans son cours de français. Donc, des fois, c'est pas tant les capacités intellectuelles, mais des facteurs qui proviennent de l'environnement ou qui inhibent cette capacité-là à pouvoir se développer pleinement son plein potentiel, là, bien que le plein potentiel, bon, c'est un concept qui est un peu abstrait, là, mais on comprend ce qu'on veut dire, c'est d'aller au maximum de nos habiletés, de ce qu'on peut produire dans le système scolaire. Donc, c'est important d'aider les jeunes à enlever ces barrières-là qui leur empêchent d'apprendre. Je pense que Félix David l'a bien mentionné. Cultiver le plaisir d'apprendre, c'est une de ces façons-là d'enlever ces barrières-là, du moins chez les jeunes qui souffrent d'un TDAH. Et vous savez, je dis souvent la chose suivante, les jeunes qui souffrent d'un déficit de l'attention, c'est probablement souvent nos petits canaris en classe. Vous savez, on amène souvent à À la l'époque, on mine. amenait un canari dans une mine de charbon, puis si Oui. le canari décédait, ben, ça voulait dire, oh, il y a une poche de gaz qui s'en vient, puis tout ça. Oui. On peut peut-être appliquer, je suis très prudent en disant, le même principe en salle de classe. Le jeune qui souffre d'un trouble de déficit de l'attention, qui a un problème euh, lié à son apprentissage, peut être le petit canari qui se désorganisent en classe pour me dire, ah, attention, là, je pense que vous êtes en train de me perdre, puis que l'enseignement est peut-être pas optimal, du moins il répond plus ou moins bien à mes besoins. Est-ce qu'il n'y aurait pas des ajustements à apporter? Alors, je voulais juste mentionner ça. Merci, c'est vraiment, oui, les voir comme le voir comme un signal. Ben, de voir ces enfants-là comme un élément positif plutôt que Oui, c'est ça, toujours comme les percevoir comme de les percevoir à travers un prisme où ils dérangent, où ils ouais. sont pas à la tâche. Merci, c'est intéressant là, de le regarder comme ça. Avant de passer à la prochaine question, je vais vous partager une autre donnée là, de notre enquête qui est toute récente, une donnée qui était, ma foi, super, ben, qui était comme, je sais pas, on sait pas, je peux pas dire si elle est bonne ou elle est mauvaise, mais somme toute, on a été quand même assez heureux de constater que, ben, à Montréal, le niveau d'engagement scolaire
est plus grand que le reste du Québec. On parle de 21% versus 16% par rapport au reste du Québec. Donc, ça, c'était quand même agréable à voir. Ça veut dire que peut-être qu'on a été sensible à différents signaux là, dans les interventions. Maintenant, est-ce que 21% c'est suffisant? C'est une autre question. Mais on va poursuivre. On va donc poursuivre. On va changer un peu de registre là, pour la prochaine question. Je vais y aller sur les nouvelles réalités. La technologie, les réseaux sociaux, les valeurs émergentes ont-elles des impacts sur la façon dont les jeunes perçoivent le sens et la motivation? Donc, Frédéric, s'il vous plaît, je Oui, lance une question pleine de... je vois que je dois répondre en 2 minutes et demie. Je vais essayer de Ah, c'est faire ça. mon gros possible. Écoutez, je pense que c'est important, en premier lieu, qu'on parle de quand on voit qu'il y a un effet sur potentiellement l'utilisation des nouvelles technologies sur la réussite scolaire, comment on peut expliquer cet effet-là? Alors, dans mon laboratoire, on a travaillé un peu là-dessus. Alors, c'est pour ça que j'étais content de voir la question, je veux dire, en fait, dans mon domaine d'expertise. Euh, il y a un premier effet qui est un effet d'inhibition. C'est-à-dire que je consomme énormément de tablettes, de téléphones, de réseaux sociaux, de tout ça. Ça peut avoir un effet d'inhibition. Donc, un effet d'inhibition, c'est que les stimuli qu'offrent les médias électroniques font en sorte de créer une espèce de paresse, une faible motivation, parce que l'apprentissage en classe est plus complexe, demande plus d'énergie, demande des opérations cognitives qui sont plus complexes. Alors, la tablette pourrait aménuiser le développement de cette capacité-là. L'autre affaire, c'est quand vous faites de la tablette, puis que vous regardez la télévision ou vous regardez des vidéos sur YouTube, des Reels, des shorts sur YouTube, tout ça, ben, vous ne faites pas d'autres choses qui sont plus productives à votre développement, notamment d'étudier, lire des livres, faire autre chose. Bon. On a regardé ces questions-là. Évidemment, nous, on ne pouvait pas regarder ces questions-là avec l'utilisation de la tablette, qui est une littérature relativement récente. Donc, on a regardé un peu plus ce qui se passait du côté des études classiques en télévision. Puis on a fait une méta-analyse avec mes étudiants. Et là, grosse surprise, il n'y a pas d'effet sur la réussite scolaire. Alors moi, ça m'a choqué comme parent parce que j'étais convaincu au départ qu'il y aurait des effets négatifs. Il n'y en a pas eu. Par la suite, on a utilisé l'enquête longitudinale sur le développement des enfants du Québec, qui est une grande enquête statistique qu'on mène depuis fort longtemps auprès des enfants. Là encore, il y avait des questions sur la consommation de la télévision. Pas d'effet. Bon. Sur la motivation, puis sur la réussite scolaire. Encore un phénomène un peu troublant. Bon, par la suite, il faut regarder un peu les médias électroniques. Je suis allé voir récemment toute cette littérature-là qui porte sur les tablettes. Pas beaucoup d'effets sur la motivation, du moins des effets. Des fois, on voit des effets négatifs, des fois, on voit pas tout à fait des effets. Des fois, même parfois, on voit un petit peu d'effets positifs, dépendamment du contenu qui est regardé. Alors, moi, je pense que il faut continuer à faire de la recherche et surtout regarder pour qui l'utilisation de la tablette est néfaste. Puis quel contenu fait en sorte qu'on n'arrive pas à déployer au maximum sa motivation à l'école. Par exemple, regarder des jeunes influenceurs, est-ce que c'est propice à mon développement versus regarder du contenu, par exemple, sur des nouvelles ou du contenu scientifique sur une tablette, ben ça a pas la même portée. Et là, je vois que je suis allé un petit peu trop dans Non, le détail, je suis désolé. on va poursuivre avec Félix là, sur toutes ces nouvelles réalités-là. Là. Est-ce que c'est, de votre point de vue, là, les impacts sur le sens et la motivation? Y a-t-il des impacts? Ben, On le regarde du bon, c'est la lunette avec laquelle il faut le regarder ou c'est autre chose dans le fond? la technologie, je pense qu'elle est là pour rester. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Je pense qu'elle va même aller en augmentant. Souvent, l'angle qu'il faut avoir autour de cette question-là, c'est surtout, puis j'en parle aussi, l'importance de bien comprendre les besoins qui sous-tendent derrière ça, puis qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'un jeune va aller chercher à travers les réseaux sociaux, à travers l'utilisation d'un outil numérique. Donc, je pense que c'est un contexte, en fait, c'est un contexte super intéressant où on peut utiliser cette utilisation-là pour venir peut-être
accompagner les jeunes dans c'est quoi une saine utilisation, selon ma réalité à moi. Tu sais, tu parlais tantôt, Frédéric, des Reels, des Shorts, j'en parle les mots, là, je les connais pas tous, là, les types, là, mais bon, on les connaît tous, là, je commence déjà à être un peu out, comme on dit, mais l'idée, c'est de comprendre quel effet ça a sur le jeune. Puis maintenant, de pouvoir ouvrir la discussion, puis ouvrir la discussion sur, on le sait, là, avec notamment les médias actuellement, sont très enclins sur la réalité américaine. Bon, on parle de l'anxiété que ça peut susciter, mais peut-être d'ouvrir le dialogue, d'essayer d'aller échanger avec son jeune, son jeune, peu importe son âge, puis d'aller chercher cette critique-là, cette autocritique-là envers sa propre utilisation. Donc, d'avoir une approche davantage qui est dite démocratique avec l'utilisation des réseaux, puis des différentes plateformes numériques, que ce soit les jeux vidéo, la télévision, etc. Je pense que ça, peu importe, ça ne sera jamais demandé. Puis si on veut arriver par rapport, si on se ramène ça un petit peu plus au niveau de la classe, ben on peut les intégrer de façon constructive aussi dans les activités qu'on va faire. Tu sais, par exemple, les oraux qui seraient faits sous forme de podcast, par exemple de faire un texte argumentatif sous thème de blog sur un site Internet quelconque, je ne sais pas. Donc, d'avoir cette interaction-là avec les outils de façon constructive, parce qu'on sait qu'ils vont être là pour longtemps, mais d'emmener justement le jeune, la personne, et même parfois nous-mêmes, à développer un sens critique sur notre utilisation, puis développer notre jugement face à notre utilisation. Je pense que ça, c'est quelque chose qui sera pas démodable. Merci beaucoup, messieurs. C'est ça. Donc, c'est pas tant l'objet que pourquoi on utilise l'objet et comment on utilise l'objet. Bon, merci, c'est très, très intéressant. On a, dans la dernière enquête aussi, on a observé une augmentation des jeunes qui travaillent entre les deux enquêtes. À Montréal, on est passé de 9% à 16%. Donc, c'est quand même une grande augmentation qui travaillent plus de 16 heures par semaine. Pas qui travaillent, mais qui travaillent plus de 16 heures. Puis on le sait que à partir d'un certain nombre d'heures, ça peut mettre un peu à risque là, la réussite éducative parce que travailler un peu, c'est bon, mais travailler trop, ça peut nuire. Donc, et on le sait aussi, puis c'est ce que le terrain nous a témoigné, là, que pour certains jeunes, c'est vraiment comme une source de motivation parce que c'est tangible, c'est concret, c'est une source de revenus, on le sait aussi, puis que certains jeunes qui travaillent beaucoup le font pour subvenir aux besoins de la famille. Là, à Montréal, ça, c'est une particularité. La dernière fois qu'on avait posé la question dans nos jeunes qui travaillaient beaucoup, un tiers le faisait pour subvenir aux besoins de la famille. Fait que ça, c'est quelque chose de pour lequel la question que je vais vous poser s'adresse pas à cette situation-là, mais pour ceux qui voient dans le travail une source de motivation, quelque chose de tangible. Euh, Comment nous, comme intervenants qui veulent les garder accrochés à l'école, est-ce qu'il y aurait des pistes pour répondre autrement aux besoins de ces jeunes-là, pour renforcer leur motivation? Donc, je vais commencer avec Félix David. Ben, super intéressant. Puis il y a une raison pour laquelle on va tous à l'école pour travailler. En tout cas, à moins d'avoir vraiment une volonté d'aimer étudier à long terme, ben, peut-être plus au niveau de l'âge adulte. Bref, en tout cas, je m'arrête là. Mais les jeunes, ce qu'on veut faire de l'école, c'est pourquoi on va à l'école. De rendre ça le plus concret possible. Puis dans les situations, puis quand on parle des enfants qui travaillent, nécessairement, c'est des ados, hein, des ados un petit peu plus Oui. près de l'âge collégial. On peut sous-entendre qu'il y a une projection vers l'avenir qui est assez intéressante. Puis je trouve que c'est un contexte hyper intéressant pour construire un projet avec ces jeunes-là. Donc, d'utiliser, bien entendu, puis pour l'avoir fait en réadaptation, de construire des projets avec différents professionnels, mais avec aussi la personne, son entourage, peut-être un conseiller d'orientation, parfois va venir aider, bon, en lien avec les compétences, les pistes et tout ça, de rendre ça tangible, les apprentissages, l'équipe école aussi, hyper intéressant. Pourquoi j'apprends des mathématiques? Pourquoi je dois bien écrire en français pour quelqu'un qui veut devenir mécanicien? J'avais une discussion avec un collègue qui me disait justement, ben écoute, apprendre le français quand tu es mécanicien, c'est important pour ta garantie. Si tu n'écris pas bien, la facture, ben tu risques d'avoir des enjeux sur ta garantie, puis entre guillemets, ton entreprise risque de prendre le. Donc, tu sais, il y a une façon d'amener cette réflexion-là sur l'utilisation concrète, de construire un projet de vie, de construire un projet qui est bien entendu à la hauteur des capacités. Tu sais, vous parliez tantôt là, d'un commentaire, je voyais là, que tout le monde peut devenir médecin, oui, mais est-ce que c'est ça la réussite éducative? Donc, de vraiment à la hauteur des capacités de la personne, qui a un réel portrait, un pronostic qui est vraiment à la hauteur de ses capacités. Et ça, c'est vraiment tout le monde qui va pouvoir le soutenir à rendre ça le plus tangible possible, puis qui retrouve un sens à l'école aussi. Donc, c'est un défi, c'est pas évident, mais c'est faisable. Puis des fois, c'est juste de revoir peut-être la façon dont on, on aborde le contenu scolaire, comment qu'on réfléchit avec les jeunes, comment qu'on co-construit avec les jeunes.
des fois d'avoir un projet de cuisine, des fois un cuisine, je sais pas, un projet d'un atelier cuisine un midi avec un groupe de jeunes, un groupe d'amis qui s'intéressent à ça pour X raisons, qui ont vu ça sur un reel ou un short, comme on a dit tantôt. Ben, tu sais, de pouvoir faire, puis de faire des reels et des shorts avec l'activité en quelconque, vous comprenez? Donc, l'idée, c'est de rendre ça le plus concret possible, d'amener une projection, de réussir à se projeter dans l'avenir, mais toujours avec l'appui de l'école, puis de savoir que l'école est là pour m'aider à progresser et non pas pour m'empêcher d'aller travailler. Voilà. Frédéric, en complément peut-être? Ben, je suis tout à fait d'accord avec Félix David, là, je veux dire, le marché du travail, c'est sûr et certain que les jeunes vont continuer à y participer. Aussi peut-être, puis c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais d'amener les employeurs aussi qui emploient ces jeunes-là à avoir une espèce de conscience sociale, de leur dire aux jeunes que oui, le travail qu'ils font présentement, il est important, mais que l'école aussi, c'est important, puis qu'ils doivent poursuivre leurs études. Je pense qu'il y a un message à lancer de la part de l'école, mais aussi de la part des employeurs qui embauchent ces jeunes-là. Puis aussi, faut voir qu'on était dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où les emplois étaient très attrayants. Des jeunes du secondaire qui se retrouvaient à occuper des postes payés 30-35 $ de l'heure, c'est arrivé en période de pandémie. Puis ça, c'est sûr, quand vous faites ce salaire-là, tout jeune, ben, il y a quelque chose d'être très attractif dans ça. Mais à mesure, là, je pense qu'on est à l'aube où cette pénurie de main-d'œuvre-là est en train de se terminer. Les emplois vont devenir de plus en plus rares, ce qui va créer nécessairement une espèce de pression hein, à demeurer à l'école, puis peut-être à rester à l'école. Il va y avoir, d'après moi, il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire. Et le taux de chômage chez les jeunes est effectivement à la Ouais. hausse, là, puis la rareté d'emploi se conjugue différemment en fonction des régions du Québec. Mais il y a Félix David qui a levé la main. Bonne Oui, idée en complément. oui, mais tout à fait, ben, t'as apporté un point super intéressant. Puis, tu sais, plutôt que de voir les employeurs comme parfois, tu sais, bon, un facteur de risque, hein, si on veut, mais pourquoi pas les interpeller aussi? Oui. Pourquoi pas leur faire faire des conférences à l'école? Pourquoi pas leur expliquer pour ramener notre barre, si on veut, puis de leur dire, ben écoute, si on veut avoir des professionnels compétents ou qualifiés, ben, c'est important de rester à l'école et voici pourquoi, voici ce que ça va vous apporter. Donc, d'avoir aussi des professionnels qui sont inspirants, qui ont vécu bon, des parcours, des fois, ça peut vraiment aider un jeune à se projeter, à avoir un modèle, euh, un idéal, si on veut, qui est à la hauteur de ses compétences, ses capacités, puis qui peut être très intéressant là, aussi. Là. Donc, en tout cas, c'est un petit aparté là, que je voulais faire parce que le propos de Frédéric m'a amené cette idée Donc, les intéressante aussi. employeurs, ce sont des adultes qui peuvent jouer un rôle dans la Complètement. trajectoire des jeunes qu'ils Exact. emploient. Puis, ils peuvent Exact. jouer un rôle aussi avec les parents qu'ils emploient au niveau, là. Exact. Donc, oui, effectivement, les employeurs font partie de ces adultes qui peuvent être signifiants dans la trajectoire, là, des jeunes. Merci beaucoup, messieurs, pour votre propos. On aurait terminé le bloc sur le sens et sur l'effort. On va maintenant partir aborder le bloc de l'appartenance, puis on va terminer avec le bloc de l'écoute. Peut-être que pour les gens là, qui sont avec nous, savoir là, un peu que c'est un peu les trois grands blocs autour desquels on a construit là, cette discussion. C'est tellement intéressant. Merci beaucoup, là, messieurs. Donc, au niveau de notre groupe de réflexion, là, euh, il nous disait que pour eux, là, sur le terrain, ce qui était important, c'était de qu'il fallait que les jeunes, tu sais, qu'il y ait le sentiment d'avoir une deuxième famille, sinon une famille tout court, donc l'affiliation, puis le rôle que parfois une école ou un groupe communautaire peut jouer dans l'affiliation pourrait jouer un rôle majeur. Avoir des environnements motivants, être à un endroit où on me connaît, on me reconnaît, je me sens accueillie. On en a parlé là, hein. Frédéric, vous nous en avez parlé là en introduction, à sentir qu'on est à notre place, puis c'est un endroit qui est pour nous. Euh, puis là, pourquoi on est là revient toujours se faire des amis, hein. Donc aussi le, appartenir à un groupe, puis de savoir pourquoi on est là. Euh,
l'importance que l'endroit qu'on fréquente soit un lieu sécuritaire, sans violence, toute l'importance des activités en périphérie de la classe, hein, tout le rôle du parascolaire dans le sentiment d'appartenance, là, où on va penser au théâtre, donc les groupes d'amis, les activités en périphérie de la classe. Euh, mais en même temps, tu sais, et puis il faut toujours se rappeler que l'école demeure, ben, c'est ça que notre caisse de résonance nous disait que ben, ça demeure quand même important, puis ça joue un rôle pivot, même en situation d'échec. C'est-à-dire que même quand c'est plus difficile, c'est l'engagement scolaire hein, qu'on cherche en bout de piste avec la motivation à nourrir. Donc, messieurs, on va revenir à vous. Mais juste avant, vous partagez une autre donnée de l'enquête là, au niveau des jeunes à Montréal. Donc, elle révèle une diminution significative du sentiment d'appartenance à Montréal. Donc, en 2017, 56% des élèves avaient un sentiment d'appartenance élevé à leur école. En 2023, cette proportion-là avait diminué à 41%. Donc là, on n'a que les données, on n'est pas encore capable de les expliquer, mais c'est on doit, je pense que ça reflète un peu ce que les, la préoccupation que notre groupe de réflexion nous avait déposée. Il faut qu'on se parle de motivation, faut qu'on se, parce que là, on le sait, hein, que ça, le sentiment d'appartenance, c'est un élément de l'engagement, de la motivation, etc. Donc, ma première question pour vous, je vais commencer avec Félix David aussi pour cette question-là. En termes de motivation, pourquoi est-ce important d'impliquer les jeunes dans la réflexion et les décisions qui les concernent et quels sont des moyens simples de le faire? Des moyens simples, ben en fait, au niveau, ce qui est important de réfléchir, c'est surtout à quel besoin, hein, quel besoin vient répondre de les impliquer. C'est qu'il y a deux grands besoins, notamment au niveau de la théorie de l'autodétermination, là, qu'on peut aller voir, mais les deux principaux au niveau des besoins psychologiques qui touchent l'importance, c'est surtout le besoin d'autonomie, mais d'appartenance. Tu l'as soulevé tout à l'heure, André. C'est-à-dire que le fait de pouvoir choisir puis participer aux décisions, c'est un levier vraiment puissant hein, pour dire, bon, je me sens interpellé, je fais partie de mon environnement, je fais partie des choses qui vont venir mobiliser mon environnement. Donc, en impliquant les jeunes, on leur donne un sentiment de contrôle aussi sur leur parcours. Ce qui favorise aussi une motivation intrinsèque. Tu en as parlé tout à l'heure, André. Donc, on vient cultiver encore une fois cette importance-là, ce sens-là. Au niveau du sentiment d'appartenance, tu as glissé un mot sur les activités peut-être plus d'ordre extrascolaire, parascolaire, donc d'être associé aux décisions à travers tout ça. C'est aussi se sentir reconnu, mais aussi se sentir reconnu que tes intérêts sont importants pour pouvoir porter. Donc, d'avoir du plaisir autour de ça, d'être intégré à un groupe qui partage les mêmes opinions, d'échanger des amis. Encore une fois, c'est donc important à tout, en tout cas, surtout sur tous les âges avant 18 ans. En fait, tout le temps, en fait, c'est toujours important. Donc, oui, c'est sûr. Puis, c'est ça. Au niveau de comment, concrètement, on peut initier ça, ben, est-ce qu'on peut avoir des conseils étudiants hein, qui viennent avoir, puis d'intégrer la participation de tous les étudiants à travers du conseil étudiant, d'aller les consulter, mettre en place des réunions régulières, donc à l'intérieur des classes, essayer de prendre partie aux décisions qui sont mises en place dans le carré de sable, bien entendu, là, on va pas dire n'importe quoi parce que ça pourrait devenir assez vite anarchique, mais dans le sens que d'avoir un cadre de décision dans lequel les jeunes vont avoir un certain contrôle. La co-construction d'activités parascolaires, c'est hyper important. Oui, il y a beaucoup, puis je serais très mal placé là pour parler. Moi, le sport a été un levier hyper important sur ma motivation scolaire. Sans basketball, je sais pas là où j'aurais probablement choisi un autre parcours. Mais cela dit, si je pense à ma plus petite fille qui en a aucun intérêt sur, sur le sport, le basketball, peu importe, qui aime beaucoup l'écriture, le dessin, l'art, les discussions et tout ça, ben, je pense qu'on pourrait passer à côté de ses intérêts puis de l'aider à avoir une réussite. Parce que oui, bien qu'elle ait des bonnes notes, encore faut-il qu'elle ait un sens à aller à l'école, qu'elle ait un sens à son apprentissage, à son développement de sa personnalité, à tout ça. Donc, de vraiment d'avoir une co-construction, d'essayer d'avoir cette implication de la part des jeunes, les amène à se mobiliser, à investir leur milieu. Puis c'est un milieu de vie, hein, l'école. Faut pas oublier, ils passent des fois plus que la moitié de leur temps là-bas, avec des amis, ils vivent des choses, ils vivent des émotions. Euh, de là la raison pour laquelle il faut leur permettre d'investir ce milieu-là là, le plus possible selon leurs besoins respectifs. Merci beaucoup, Félix David. Puis Frédéric, du côté de la recherche, est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent de nous dire que c'est essentiel d'impliquer les jeunes ou pas encore? C'est plus au niveau des pratiques qu'on a vu Non, qu'on a observé, hein?
La réponse, premièrement, de Félix David est vraiment complète, s'inscrit dans ce qu'on observe dans les recherches en motivation. Euh, tu sais, il y a cette impression-là que l'élève ne doit pas avoir en contexte scolaire, c'est d'être un pion. C'est-à-dire que il y a une vision hiérarchique de l'école, puis c'est comme ça que ça se passe, puis l'élève ne participe pas beaucoup aux décisions. Je pense que c'est important que l'élève ait ce qu'on appelle une certaine latitude décisionnelle, ce qui le met au cœur de certaines décisions, pas l'ensemble des décisions, certaines décisions, ce qui favorise son sentiment d'autonomie, mais surtout qu'il puisse savoir que puisqu'on lui demande de prendre des décisions, c'est qu'on lui fait confiance. C'est laisser prendre un enfant des décisions, c'est lui montrer qu'on a confiance en lui. Et ça, c'est très mobilisateur pour développer son estime de soi, pour développer des choses positives qui vont lui arriver dans son développement. Donc, c'est de bien préparer les élèves, de les aider à prendre des décisions qui sont appropriées, puis ça, je le dis tout le temps, à leur période de développement. Euh, puis ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Ah oui. Absolument très important. Euh, dans nos groupes de réflexion, on nous a beaucoup parlé de l'importance du parascolaire puis le lien entre ça et la motivation. On l'a déjà abordé, messieurs, déjà avec vous, mais jusqu'à quel point cette offre-là peut faire une différence dans la motivation des jeunes, puis de l'offrir, c'est pas suffisant. Il faut s'assurer que les jeunes, ceux auxquels on pense en particulier aussi, s'y intéressent, s'inscrivent et participent à ces activités-là. Comment on fait pour susciter leur participation des jeunes, puis notamment les jeunes pour qui on souhaite vraiment qu'ils prennent part à ces activités-là parce qu'on pense que ça pourrait faire une différence pour eux? Est-ce que vous avez comme des éléments, là, des éclairages là, à nous apporter là, sur est-ce que c'est vrai que ça joue vraiment un facteur déterminant? Puis comment on fait pour intéresser les jeunes qui s'y intéressent? Moi, je commencerai avec Frédéric. Oui, bon, là encore là, merci pour la question parce que ça tombe aussi dans des recherches que j'ai réalisées avec des élèves québécois. Vous savez, quand on parle d'activités parascolaires, on part à partir du principe que les activités parascolaires, c'est bon pour la motivation, pour la réussite des élèves. On part à partir de ça. Mais il y a des effets de sélection qui existent. C'est nos élèves les plus motivés envers l'école qui réussissent le mieux, qui vont choisir également ces activités-là. Fait que là, c'est la question de l'œuf et la poule. On a réalisé il y a quelques années, il y a quand même une dizaine d'années, des recherches qui portent sur le sujet des activités parascolaires. Il n'y a pas tant d'effets pour la motivation et la réussite scolaire. Je sais que je suis porteur de mauvaises nouvelles sur l'efficacité des activités parascolaires sur la motivation et la réussite. Puis quand on regarde un peu plus globalement cette littérature-là, c'est à peu près les mêmes résultats qu'on observe. Donc, quand on tient compte des effets de sélection, c'est quoi? Donc, pour deux élèves qui ont un degré faible de motivation, participer, c'est quoi l'avantage versus participer versus ne pas participer à des activités parascolaires? C'est quoi l'avantage pour la réussite? Ben, c'est un tout petit pas pour la réussite et la motivation scolaire. Ça ne veut pas dire de ne pas en offrir. Au contraire, il faut en offrir. Mais si on offre dans l'objectif de favoriser la motivation et la réussite scolaire, on est peut-être un peu à côté de la plaque. Si on le fait pour autre chose, favoriser le sentiment d'appartenance, meilleure santé mentale, d'autres choses, oui, je pense que là, il y a plus d'évidence scientifique pour ça. Donc, c'est pas de les enlever, là, comprenez-moi bien, là. C'est de les maintenir parce que c'est favorable à d'autres aspects qui sont importants pour leur développement. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est quand on regarde qu'est-ce qui favorise cette participation-là, on Oui. sait déjà qu'il y a un intérêt pour les élèves qui sont plus forts, plus motivés à aller à l'école, à peut-être choisir ces activités-là. Ben, il faut aussi se permettre, au-delà du sport, de développer une offre qui est beaucoup plus euh, importantes pour aller chercher les intérêts de tout un chacun. Et là, ça, c'est important de mettre ça en place. Vous savez, quand moi j'ai fait l'enquête sur les activités parascolaires au Québec, 82 ou 80, entre 82 et 90 je me rappelle plus, là. Désolé, là. Mais c'était des activités sportives qui Mhm. étaient pratiquées. Euh, je pense que Félix David parlait de sa fille, là. Ben, sa fille aussi, là, elle peut vouloir mettre en place ses intérêts, pouvoir les exploiter à l'extérieur du monde sportif. Donc,
Moi, je vois beaucoup d'activités parascolaires sportives à l'école, mais je pense qu'il faut étayer notre offre pour aller chercher l'intérêt des gens. Merci, c'est très intéressant. Puis on parle aussi récemment d'offres sportives non compétitives. Hein, il y a l'offre sportive compétitive qui occupe beaucoup de plateaux. Même le sportif récréatif non compétitif, c'est difficile parfois dans les écoles. Puis s'intéresser à l'art, tu sais, l'art et la culture, et puis les autres, le débat oratoire. Il y a toutes sortes de passions. Hein, c'est ça qu'on veut, c'est alimenter. Mais Félix David, j'imagine que dans vos pratiques, là, les psychoéducateurs, vous jouez un rôle particulier aussi pour peut-être intéresser. Donc, je comprends que si les activités parascolaires, c'est pas pour l'engagement scolaire, mais c'est important pour le sentiment d'appartenance, puis ça a plein de bienfaits. Je pense que c'est l'effet recherché par ces activités-là qu'il faut se recentrer là-dessus, mais en même temps, il y a des jeunes en particulier, peut-être, puis comment vous, de votre côté à vous, là, comment vous voyez ça, là, d'attirer ces jeunes qui peut-être sont moins attirés par les activités qu'on pense qui sont importantes pour eux? Ben, on en a parlé beaucoup, là, le décalage souvent entre l'offre et les intérêts réels des jeunes. Tu sais, souvent, c'est souvent dû par un manque de co-construction. Puis c'est pas pour mal faire, on s'entend, là, il y a plus gros respect pour l'ensemble du personnel, je veux dire, scolaire qui ont des tâches vraiment très importantes. C'est pas ça l'idée. Mais des fois, c'est de réfléchir au niveau aussi de la logistique. C'est parfois, puis ça, il y a quelque chose que je tiens vraiment à souligner, mais l'implication du personnel scolaire à l'intérieur de ces activités-là peut favoriser un lien hyper important, ne serait-ce que pour le climat, le lien que le jeune, pardon, j'allais dire l'enfant encore, le jeune va développer avec son environnement. Donc, quand on pense de logistique horaire, tu sais, là, on est plus dans l'environnement, là, sur les psychoéducateurs, on intervient autant sur la personne que sur l'environnement, c'est important, mais de pouvoir conjuguer la fin d'une classe, peut-être, avec un enseignant qui vient chercher les jeunes pour les amener dîner. Après ça, ben, en dînant, on échange sur les choses, on se mobilise autour de l'activité. Donc, des fois, c'est ce levier d'engagement-là qui manque. Parce que si on dit, ben écoute, ça va être à 4 heures, 1 heure après tes cours, tu dois rester à la maison, tu n'auras pas mangé, c'est de 4 heures à 6 heures, c'est le seul plage horaire qu'on a. Euh, c'est possible que si on est plus ou moins intéressé, ben on se dit, ben, écoute, je vais retourner chez moi, puis je vais retourner rapidement dans mon confort. Donc, c'est d'avoir cette réflexion-là sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à s'engager autour de ça, mais vraiment l'implication des adultes, puis de la communauté aussi, là, je pense beaucoup aux organismes communautaires qui ont un rôle monumental et important, puis on pourrait faire un panel juste sur leur rôle, là, je crois, là. D'accord. On pourrait faire un panel là-dessus, mais de vraiment essayer d'aller chercher l'ensemble de ce levier-là pour tous les bienfaits qu'on a nommés, autant Frédéric là, et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant pour que... Mais il faut réfléchir à comment qu'on va justement, euh, la façon de se rendre à l'activité, pas juste l'activité en elle, mais comment qu'on va se rendre à l'activité, puis comment qu'on va les soutenir là-dedans. C'est intéressant. Merci beaucoup. C'est très inspirant. On va terminer ainsi notre bloc sur l'appartenance, le sentiment d'appartenance pour ouvrir le prochain et dernier bloc de discussion. Ça achève déjà, mon doux. Le temps passe si vite. On va aller sur les gestes, des gestes qui sont importants. L'écoute, écouter, c'était quelque chose que notre groupe de discussion, là, euh, pour eux, c'était être à l'écoute. C'est se sentir que c'est essentiel pour une intervention. Puis pour eux, c'était essentiel autour de la motivation. Mais qu'est-ce que c'est qu'écouter? C'est se sentir entendu, reconnu, compris, sans jugement. Hein, donc, d'être capable d'accueillir. On en a parlé un peu ça fait écho à des propos qu'on a déjà tenus depuis le début. Aller vers le jeune, là où ils sont. Donc, pas seulement attendre qu'ils viennent vers nous, mais aller vers eux, être visible, savoir qu'on est là. Prendre le temps d'aller au-delà des premières revendications, ne pas se limiter au cadre formel. Puis souvent les groupes communautaires jouent un rôle particulièrement important ici, là, sur l'informel. Accéder à des échanges moins sous pression. Inclure les jeunes, on en a parlé, hein, ça, donc nos deux experts là, ce matin, puis notre chambre d'écho, vous êtes complètement là, alignés là-dessus. Développer leur pouvoir d'agir en l'empowerment. Là, souvent, c'est un mot qu'on entend moins, mais qui là, il nous le rappelle clairement. Puis établir des objectifs positifs, valoriser les efforts. Moi, ce que j'ai retenu aussi depuis notre discussion, c'est avoir des attentes élevées, mais complètement arrimées à la capacité. Là. Donc, c'est d'avoir un plan qui correspond à chaque jeune. Donc, on va arrêter le partage d'écran. Je vous remercie.
à tous ces éléments-là, euh, je vais vous donner une autre donnée de l'enquête qui nous semblait intéressante là, pour venir nourrir nos réflexions puis cette discussion-là. On note une augmentation de la proportion de jeunes Montréalais qui ressentent un faible niveau de soutien social dans leur école. Ce serait passé de 10 à 15. J'aurais comme pu la mettre dans le sentiment d'appartenance. On a parlé des amis. Donc, bon, un autre élément dont on va qu'il faut, semble-t-il, en vous écoutant, se dire, ben, il va falloir qu'on s'en préoccupe. Alors, mes questions. On arrive aux questions. Euh, oui, de quoi les jeunes ont-ils besoin en ce moment? Que peuvent faire les adultes autour d'eux et quelle attitude devons-nous avoir envers eux? Je pense qu'on en a dit plusieurs, mais on veut revenir là-dessus. Là. Je vais débuter avec Frédéric. Là. Oui, ben merci, merci pour la question. Écoutez, j'ai le goût de dire, pas en ce moment, mais à toute période de la vie, puis à toute époque, euh, je pense que les jeunes, tout comme les adultes, ont besoin de trois ingrédients clés pour pouvoir se développer. Ils ont déjà été invoqués par moi puis par Félix David. C'est ce que j'appelle, moi, pour vulgariser le principe CA. Vous savez, quand ça va mal dans la vie avec notre voiture, ce qu'on fait, la majorité d'entre nous, on appelle le CA. Bon, pourquoi CA? Dans mon cas, ça réfère à compétence, autonomie et appartenance. Donc, une façon de lire les situations euh, et ça reflète ce qu'on appelle, nous, des besoins psychologiques. Ça veut dire tout être humain, y compris les tout petits, ont besoin de se sentir compétents, liés significativement aux autres pour appartenance et exercer leur autonomie, donc d'être capables d'être des agents proactifs qui vont agir sur leur environnement, donc qui vont participer à l'environnement et non pas être des pions. Alors, il faut avoir cette lecture-là à la fois comme parent et à la fois comme enseignant. Bon, ben, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais juste prendre l'aspect de compétence. Euh, puis l'aspect d'autonomie, juste pour prendre celui-là. L'aspect d'autonomie, bon, ce qu'on a remarqué dans des recherches qui ont été faites, c'est que l'utilisation, par exemple, de récompenses tangibles en salle de classe pour motiver les élèves, ben, c'est pas une pratique qui est nécessairement porteuse pour la motivation. Au contraire, ça vient éteindre le plaisir d'apprendre. Alors ça, ben, c'est des pratiques motivationnelles à proscrire. L'autre chose qu'on voit, c'est toute la notion. C'est beaucoup mieux de remplacer ça par toute la notion de feedback. Un feedback qui est précis, qui permet à l'élève d'apprécier où est son erreur, comment je peux faire pour régler cette erreur-là et comment je peux mobiliser certaines ressources pour être capable par la suite de ne plus faire ces erreurs-là. Donc, toute la question du feedback, des rétroactions, c'est hyper important à utiliser. Donc, comme intervenant, comme parent, le message est assez simple. Dans quelle mesure je suis là pour aider mes enfants ou mon enfant ou mes élèves à combler leurs besoins de compétences? Il veut être compétent, appartenance, il veut se sentir lié significativement aux autres et autonomie, il veut pouvoir exercer certains choix, une certaine latitude pour être un agent proactif. On parlait d'empowerment, c'est ça, là. D'être un agent proactif qui va être capable de modifier certains éléments de son environnement. Donc, pour moi, c'est assez important, c'est assez central. Puis, on a beaucoup de recherches qui montrent que ces trois principes-là sont valides sur le plan scientifique pas seulement dans les pays occidentaux, mais dans pas mal partout sur la planète. Alors, c'est comme il y aurait une tendance à dire que c'est des besoins fondamentaux sur le plan psychologique. Merci infiniment. Félix David, là, de votre côté, là, au niveau de cette réponse aux besoins-là, là, les adultes autour d'eux, là. Donc, le CA, là, c'est vraiment une belle Oui, image à donner, mais comment on peut oui. peut-être ajouter quelques exemples ou Ben, Frédéric, permets-moi de reprendre cet acronyme-là au niveau CAA. Je l'avais jamais entendu, mais c'est tellement, c'est tellement parlant que, en tout cas, j'en prends bonne note. Il y a aussi, surtout, tu sais, qu'on parlait tantôt un peu du climat hein, dans lequel on est, puis de comment réussir à avoir ça. Puis c'est une partie dans laquelle, comme psychoéducateur, on va nécessairement avoir un rôle à jouer. Hein. Toujours les besoins socio-affectifs des élèves, comme psychoéducatrice aussi, là, faut le dire aussi, psychoéducateur et psychoéducatrice, pardon. Il y a
comment qu'on va venir favoriser ce climat-là? Comment qu'on va venir favoriser une écoute active, hein, valoriser le vécu du jeune aussi, pour favoriser son bien-être émotionnel, qu'il se sente en sécurité, en confiance aussi, donc se sentir écouté dans un climat de confiance, puis aussi propice à l'engagement. Donc, quand on parle déjà de comment ça va, hein, des fois, là, de commencer son cours sans dire, bon, ouvrez votre livre à la page 22, peut-être d'arriver puis de prendre le temps de voir dans quel état votre groupe arrive. Des fois, ça vous permet de bien comprendre le climat dans lequel ils se situent, dans l'état dans lequel ils sont, d'aborder, de faire des références parfois humoristiques aussi à travers, donc détendre l'atmosphère. Donc, on est vraiment dans une écoute qui est dite une interaction qui se veut authentique le plus possible avec les élèves. Donc, de vraiment avoir ce feedback-là aussi, hein, Frédéric, un feedback, tu te bases à des informations, mais tu peux le donner, puis tu peux comprendre, tu es en interaction. Mais c'est vraiment un feedback qui est dit authentique en fonction de la situation dans laquelle on est. Donc, comme je le disais, là, vraiment d'offrir des séances d'écoute individuelles ou en petits groupes aussi entre eux. Tu sais, quand on voit que parfois là, le groupe est tu sais, souvent le vendredi après-midi, bon, c'est le temps des films, là, tout le monde est un peu dissipé parce qu'il se projette, mais de permettre quand même d'avoir un contexte qui est un peu plus lousse, qui vient favoriser le plaisir pour qu'ils veulent vouloir revenir le lundi si à l'école. Donc, c'est un peu ça, de vraiment réussir puis d'être conscient des besoins des élèves puis du groupe. Souvent, bon, tout dépendamment des besoins de certains groupes, euh, des fois, ça peut être un besoin pas nécessairement individuel, mais un besoin de groupe à écouter, à voir. Puis parfois, comme enseignant ou comme adulte, on n'est peut-être pas outillé. Donc, c'est là que, parfois, comme psychoéducatrice ou psychoéducateur, le rôle conseil, hein, de vraiment réussir à aller chercher les bords, d'aller chercher le soutien peut-être d'une psychoéducatrice ou d'un psychoéducateur dans le milieu scolaire pour vraiment aller chercher, mais comment je peux faire pour avoir cette communication empathique avec eux, de réussir à connecter avec eux. Il y a des petits trucs qui peuvent être abordés, donc de réussir d'avoir du plaisir, bon, en tout cas, il y a plein de choses, là, je ne vais pas rentrer dans les détails trop, mais de vraiment aller chercher le soutien nécessaire pour avoir cette écoute empathique-là. Puis vraiment, la création d'espaces sécurisants pour pouvoir s'exprimer, que ce soit à l'intérieur de la classe, que ce soit à l'extérieur de la classe, que ce soit par... Puis moi, j'ai l'exemple, je sais, j'étais en complément là, dans cette réponse-là, je vais essayer de faire ça vite, mais j'ai toujours l'exemple de Guy puis de Serge que j'avais en secondaire 5, prof d'anglais et prof de français. Donc, on s'entend, c'est deux matières qui sont souvent mal aimées par les étudiants, mais pour lesquelles, au niveau de la relation, ils étaient toujours, je me rappelais toujours de leur posture, juste en face des toilettes. Ils étaient à côté sur le bord de la rampe et abordaient chacun des élèves puis il y avait toute une idée de ce qu'ils faisaient la fin de semaine, de tout ce qu'ils faisaient pendant leur activité parascolaire, s'intéressaient à ce qu'ils faisaient, leur feedback qu'ils donnaient. Puis quand on arrivait dans la classe, ben déjà, ça avait été fait, puis il y avait déjà des références, puis des moyens de mise en relation avec eux, puis de savoir, regarde, ça va être... Donc, on était vraiment dans une approche très explicite de, hey, regarde, ça va te servir pour telle affaire. Donc, on voyait tout de suite le concret autour de ça. Donc, de se sentir important, de se sentir considéré, puis de faire partie prenante par l'adulte qui est présent, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce que je viens de dire, mais la base, c'est vraiment de favoriser ce climat-là de sécurité, puis des besoins socio-affectifs pour l'ensemble des élèves. Merci infiniment. Ma dernière question, on va prendre un peu moins de temps pour l'aborder parce que je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments de réponse. Là, on a déjà abordé l'idée que la récompense, la punition, ça constituait un bel éteignoir du plaisir d'apprendre. Je vais le résumer comme ça. Vous me corrigerez si je dis vraiment quelque chose qui ne fallait pas. Puis nos intervenants, là, donner du sens, tisser des relations, prendre le temps d'établir un climat propice à l'échange, etc. Puis sentir qu'on a notre place, qu'on est vu, reconnu pour qui nous sommes, puis qu'on s'intéresse à nous. Dans tout ça, là, donc ça, on a parlé de tout ça. Quel est le rôle des félicitations? Est-ce que c'est un rôle majeur de prendre le temps de féliciter ou c'est pas tant ça que la relation ou c'est les deux ou tout ça se lie? Donc, est-ce qu'il y avait, vous auriez aimé ajouter là, des éléments, peut-être une minute là, chacun là-dessus, puis on va Oui. passer à la période de questions ensuite. Oui, oui, oui. Puis Frédéric pourra aussi rajouter, là, je vais aller très rapidement. Tu Mm, sais, dans le fond, quand on féliciter consiste aussi là, à reconnaître puis valoriser les efforts d'une personne, hein. C'est vraiment, mm, on est vraiment là-dedans. Donc, on est vraiment là-dedans. On vient favoriser le progrès, hein, on vient souligner l'implication du jeune dans la classe, euh, sans nécessairement lui donner une gratification externe. Donc, on se concentre vraiment sur l'effort, puis l'importance de l'effort. Ça permet de renforcer aussi son estime de soi, son sentiment de compétence, son auto-efficacité personnelle, bien entendu, mais aussi euh,
c'est ça, de vraiment comprendre que l'effort, c'est ce qu'on cherche à travers l'école selon le rythme qu'on a. Euh, Alors que récompenser, quand on parle, quand je pense de récompense, je pense plus de récompense externe, des bonbons, bon, des points bonus, etc. Peut parfois amener le jeune à plus se concentrer sur la récompense elle-même, donc sur une motivation qui est plus extrinsèque, hein, qui est à l'extérieur de lui-même, ce qui peut réduire. Tu sais, on s'éloigne un petit peu de la volonté de ramener ça à lui-même, puis de comprendre c'est quoi qui le motive au bout de la ligne, puis de l'amener à son effort, l'importance de son effort personnel. Donc, rapidement, là, c'est un peu les deux différences. Donc, féliciter, c'est vraiment important. C'est le moteur. On vient mettre de l'huile ou du gaz, si on veut, là, dans le moteur de la persévérance, là, si on veut. Mais sur le processus, sur l'effort, pas sur le rythme. Exact. On est sur ça. Et voilà. Exact. Frédéric, peut-être des éléments à Oui, ajouter? mais je pense que ça a été très, très bien dit par Félix David, là. Renforcer ou souligner ou donner du feedback par rapport à l'effort. Pas les habiletés naturelles. Carol Dweck, qui est une chercheuse qui a développé une théorie en motivation, disait toujours, faites attention quand vous félicitez pour pas féliciter l'habileté naturelle. T'es donc intelligent et que t'es brillant. Ah, parce qu'après ça, quand les jeunes font face à des difficultés, ils sont beaucoup moins résilients. Ça y est, je ne suis plus intelligent, je viens d'avoir un échec. Et ça amène certains jeunes à éviter les tâches par la suite parce qu'ils ont peur d'être confrontés à un manque d'intelligence. Donc, l'effort, récompenser l'effort, souligner l'effort, je pense que ça peut être mieux dit par Félix David. Messieurs, merci infiniment. euh, pour tous ces échanges, pour la richesse, là, puis la pertinence de vos propos, d'avoir aussi osé. Je l'ai vu dans les commentaires, proposer certains recadrages aussi sur certains éléments. C'est toujours intéressant de, tu sais, de savoir dans quelle intention on fait les choses, c'est quoi les effets réels là, qu'on peut espérer avec les gestes qu'on pose. Donc, c'était vraiment très intéressant. On va maintenant passer à la période des questions. Vous pouvez continuer à écrire vos questions dans le module questions-réponses et puis dans quelques minutes, on va commencer là, à aller avec les questions que vous nous avez posées là, dans le cadre du webinaire. Mais pour débuter, moi, j'ai déjà quelques questions que l'équipe a sélectionnées parce qu'au moment que vous vous êtes inscrit au webinaire, vous aviez l'occasion de déposer des questionnements aussi lors de votre inscription. Donc, on a déjà quelques questions qui viennent de vous. C'est vos questions, même si c'est moi qui vais les poser. Donc, messieurs, je débute tout de suite avec la première. Je vais vous demander des courtes réponses pour qu'on puisse passer le plus de questions possible là, de la part euh, de nos de la part de nos j'ai le goût de dire auditeurs, là, comme si j'étais à la radio de Radio-Canada. Je vais dire ça, de nos auditeurs. Hein, si vous êtes ça, je pense que c'est vrai, c'est la réalité. Vous êtes des auditeurs. Vous êtes nos participants, en fait. J'aime mieux ça, de nos participants. Parce que, voilà. Alors, quelles pratiques les enseignantes et les enseignants peuvent-ils mettre en œuvre au quotidien pour favoriser la motivation et l'engagement? On en a parlé un peu, là, mais si on résume ça là, en une minute, là, je commence avec Frédéric et on termine avec Félix. Bon, je vais y aller très rapidement. Premièrement, le travail des enseignants, que font les enseignants, c'est un travail qui est important. Les enseignants mobilisent pour la plupart d'excellentes pratiques pédagogiques qui sont favorables à la motivation, qui sont favorables au développement des jeunes. Ça, je pense qu'il faut le souligner. Puis leur rôle est très important. Pour compléter, moi, je dirais, je reviendrai à l'approche CAA. Je veux dire, mettez vos lunettes CAA. Tu sais, au lieu d'avoir deux lentilles, on va dire qu'il faut en avoir trois. Puis là, vous essayez de lire les situations en fonction de ces principes-là. Moi, je suis pas super à l'aise avec une approche prescriptive de dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est de donner le principe général. Puis après ça, moi, je fais pleinement confiance aux enseignants pour pouvoir être capable de mobiliser ce principe général-là en salle de classe. Inspirant, Félix, David, peut-être en complément. Je suis à la même place que Frédéric. Feedback positif, hein, on veut favoriser le sentiment de compétence, offrir des choix aux élèves. Donc, je résume un peu ce qu'on a tout dit déjà. Les impliquer le plus possible. Puis vraiment, l'important, tu sais, c'est d'avoir des relations de confiance. Je pense que c'est au niveau de l'appartenance, c'est indissociable. Il faut vraiment s'assurer de pouvoir cultiver cette confiance-là, autant avec l'enseignant qu'avec l'équipe école, qu'avec l'école en général. Puis, euh,
je passais à la prochaine question où là, on va la faire en rafale. Lors de l'inscription, on avait des questions par clientèle, des questions spécifiques. Est-ce qu'il y a des pratiques efficaces à privilégier? Puis avec des tranches d'âge. Donc, est-ce qu'il y a des pratiques efficaces à privilégier pour les tout petits du préscolaire, Félix David? Rapidement, le jeu, si on a quelque chose à réfléchir, le jeu, c'est un des meilleurs moyens de mise en relation qu'on peut avoir avec un enfant, surtout que souvent, tu sais, quand on est en 0,5 ans, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour notre développement. Donc, de réussir à l'intégrer à travers le jeu, le plaisir, la sécurité, le lien affectif avec le parent, l'enseignant, l'éducatrice, bref, je dirais le jeu, tout en répondant aux besoins des enfants, je dirais là, rapidement, là, en 30 Merci. secondes. C'est ce Ah qui est oui, le oui, plus c'est en important, mettons. rafale. Alors, pour les jeunes du primaire, Frédéric. Ben, je reviendrai au sentiment d'attachement envers l'enseignant qui est fondamental. Je veux dire, ces jeunes-là quittent la maison, arrivent au primaire, ils ont papa, ils ont maman, là, ils font face à une nouvelle enseignante ou enseignant. Comment favoriser ce sentiment d'attachement-là que vous avez envers les élèves? Je me rappelle très bien mon fils, moi, qui avait un petit peu de problème de comportement au primaire. Quand je lui demandais, est-ce que tu aimes ton enseignante? Il me disait, oui, 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 je l'aime. Mais qu'après ça, quand je lui demandais, est-ce que tu penses que ton enseignante t'aime? Il dit, non, vraiment pas. Je pense à la relation, cette relation-là. C'est finalement, puis je vais poursuivre avec vous aussi, Frédéric. Et pour les élèves du secondaire, est-ce que c'est encore Ben, l'enseignant? au secondaire, ce qu'on remarque, là, on a fait des méta-analyses sur différentes clientèles, mais ils ont vraiment besoin de se sentir compétents. Fait que, je veux pas minimiser l'importance. Je pense que, tu sais, Félix David, tu donnais l'exemple tout à l'heure là, de tes deux profs qui accueillaient. Puis ça, je trouve ça tellement fantastique. Quel bon exemple. Mais la compétence, les aider, leur donner les outils pour pouvoir faire face aux défis auxquels ils sont exposés sur les tâches, c'est vraiment important. Maintenant, avec Félix David, je vais poursuivre pour les jeunes à la FP, FGA. Oui, ben, on en a beaucoup parlé, hein, on parle beaucoup de formation. Le sens est hyper important. D'avoir des exemples concrets sur comment mes compétences que j'apprends à l'école vont être utiles. Hein. Est-ce que ce sera des stages? Tantôt, je ne l'ai pas nommé, mais les organismes d'employabilité sont hyper importants pour offrir des contextes intéressants de stages puis d'exploration professionnelle. Les conseillers d'orientation, écoutez, c'est nos voisins à l'ordre, mais je veux dire, c'est aussi des voisins beaucoup au niveau de l'engagement scolaire. C'est hyper important de vraiment rendre ça concret, je dirais, là, de le plus possible, coller à leur réalité, reconnaître leur expérience aussi, hein, les sentir valorisés, puis des fois leur donner un peu plus de contrôle sur ce qu'on va apprendre à l'école. Bref, ce serait ces choses-là qu'il faudrait retenir, là, bien concrètement. Et Frédéric, avec nos plus grands collégiales, Ben, universités. écoutez, bon, c'est un peu de même pour tous les niveaux du développement, mais je dirais peut-être plus précisément justifier pourquoi on demande de faire certains apprentissages. C'est pas toujours clair. La philosophie pour certains jeunes, ça demeure extrêmement abstrait. Pourquoi je dois apprendre ça? Quelle est l'utilité? Tout ça. Moi, je pense on doit peut-être faire un petit peu mieux sur ces aspects-là. Merci. Puis pour terminer avec Félix David, pour les élèves en situation de handicap, puis pour les élèves ayant un trouble d'apprentissage ou des besoins particuliers, hein, euh, que vous vous êtes présenté, on voit que vous avez longtemps œuvré auprès d'une partie de ces clientèles, mais pour eux, Oui, ça se manifesterait oui, comment? ben, c'est de bien comprendre leurs compétences, tu sais, puis souvent on va aller vite, mais prendre le temps de bien les comprendre, comprendre leurs intérêts, leurs difficultés, le soutien interprofessionnel, souvent d'avoir une équipe qui est vraiment consciente des besoins, bon, suivi avec peut-être un compréhension avec un psychologue, un psychoède ou encore une conseillère d'orientation. Tout ça, bon, bref, ça vient permettre euh, d'avoir une meilleure compréhension de la personne. Une fois après ça, ben, c'est d'adapter en fonction de leurs compétences, s'ajuster en fonction de leur rythme d'apprentissage, leur, leur capacité adaptative. Là, je reviens dans nos une approche plus psychoéducative, mais aussi les amener à vivre des réussites, se sentir intégrés, éviter la stigmatisation, les intégrer le plus possible aux activités de l'établissement, tout dépendamment où est-ce qu'il se situe, là, tu sais, parce qu'il y a des écoles spécialisées, vous le savez, puis il y a des écoles, bon, plus, on favorise plus l'intégration. Donc, c'est vraiment, je dirais, là, toujours avec les lunettes CA de Frédéric, mais le plus possible là, de bien les comprendre, je dirais que c'est surtout la clé, prendre le temps de les comprendre. Je dirais que c'est vraiment la clé. Merci. Puis maintenant,
Félix David, vous l'aviez évoqué, mais on pourrait faire un webinaire juste sur la communauté. Puis je vais quand même poser une question, puisqu'ils sont tellement importants, les organismes là, en périphérie de l'école. Là. Il faut, moi je dis tout le temps, ben, notre premier trio, c'est le jeune, l'école, le parent, mais autour, il y a toute la communauté. Puis, comme dans une bonne équipe de hockey, tu as besoin des autres joueurs pour gagner la partie. Donc, comment la communauté autour de l'école peut-elle contribuer à renforcer la motivation puis l'engagement scolaire des jeunes, messieurs? Je vais commencer peut-être avec Frédéric. Oui, ben ça revient un peu tu sais, d'entrer en espèce de synergie aussi avec le discours qui est offert à l'école. Donc, ça veut dire quoi? Que la communauté se mobilise aussi avec ces jeunes pour favoriser leurs besoins psychologiques, qu'ils se sentent compétents dans ce qu'ils font, qu'ils se sentent liés significativement. Puis tout ça, moi, je pense que ça devrait être le gros du mandat des organismes communautaires, notamment les maisons des jeunes sont encore actives, qui jouent un rôle essentiel dans le développement des jeunes. Comment on peut amener les jeunes à continuer à être mobilisés envers l'école? Moi, je pense que c'est des organismes là, qui jouent un rôle important. Merci. Félix David, est-ce que Oui, bien rapidement, puis je suis entièrement d'accord avec la réponse de Frédéric. Souvent, l'image que j'utilise, moi, tu utilises l'image CA, je vais utiliser l'image, moi, du lit un peu, dans lequel, quand on parle des besoins de base aussi d'un élève, d'une personne. S'il y a des enjeux aussi sur les besoins de base, des fois on parle de même, on va aller jusqu'à la nutrition. Tu sais, si on parle du Club des petits déjeuners du Québec, par exemple, leur importance autour de la vie de l'élève, mais on va parler aussi de tout le soutien pédagogique qu'on peut offrir. Tu sais, je pense à des organismes qui sont bien ancrés sur la motivation scolaire, mais aussi dans le soutien aux jeunes. On pense à la Maison de Jonathan sur la rive sud que je connais bien, qui travaille, qui joue un rôle là, monumental. Vous irez lire sur notre mandat. Ils sont vraiment en plein avec les meilleures pratiques autour du soutien qu'ils peuvent fournir aux jeunes. Euh, Bref, c'est vraiment de s'assurer qu'on peut porter, la communauté peut porter selon les enjeux environnementaux dans lesquels on est, selon ce qu'un quartier va s'adapter. En fait, ce que l'organisme communautaire vient faire, vient s'ajuster aux besoins sous-jacents du quartier dans lequel on est, la réalité socio-économique de la population. Puis je pense que ça, c'est un historial peut-être un peu plus politique, mais il va falloir peut-être davantage, si on veut réussir dans des méga structures dans lesquelles on est actuellement, je pense qu'il va falloir leur donner une parole, une voix ou un droit de parole qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus personnalisé aux réalités régionales dans lesquelles ils se situent. Donc, voilà pour ma petite aparté politique. David, je ne peux pas être plus d'accord avec ce que vous venez de dire. Effectivement, il faut aussi prendre une lecture territoriale à l'échelle du quartier, à l'échelle de la région. Puis les organismes de la communauté sont vraiment là. Ils parlent des besoins de la population. C'est comme ça qu'ils construisent leur, euh, leur, euh, leur mandat. Et c'est leur leitmotiv, je dirais ça comme ça. Alors maintenant, il est temps, je vais maintenant passer la parole à David on va poursuivre avec vos questions, mais celles qui sont arrivées là, en cours de webinaire. David, Oui, absolument. Alors, merci tout le monde. On a vraiment eu beaucoup de questions. On va essayer d'en passer un maximum. Je vais tout de suite commencer par la question de Virginie qui demandait, concernant le numérique, est-ce que les effets négatifs ne seraient pas plus liés à leur impact sur l'hygiène de vie et la santé mentale? Donc, moins de temps de sommeil, impact sur l'estime de soi, ce qui impliquerait que les effets sur l'engagement seraient plus indirects. Je ne sais pas si Ose. quelqu'un... Je Ouais, peux peut-être répondre. ouais. Premièrement, oui, c'est vrai qu'il y a des effets indirects, puis c'est bien de les souligner, qui passent probablement par une hygiène du sommeil moindre. Peut-être que, puis ça m'amène à réfléchir, hein, parce que, bon, évidemment, je dis toujours, j'ai pas la science infuse, que les effets vont se manifester beaucoup plus à long terme que ce qu'on avait probablement anticipé. Donc, oui, il y aurait des effets sur l'hygiène, sur le sommeil qui s'accumulent au fil du temps, qui produisent probablement des problèmes sur le plan de la santé mentale, qui par la suite vient affecter la réussite scolaire. Donc, vraiment des effets cumulatifs qui se feraient plus à long terme. Tiens, voilà. Ouais, ben merci. Ben, je vais aller regarder ça. Ouais, OK. C'est bon. Merci. Merci infiniment pour la question. Très bonne question. On va tout de suite passer à une prochaine question. Puis là, je pense Oui. que je vais plus Ouais. vous alterner, ça va être plus simple. David, J'ai donné une question Mireille, excuse-moi.
Je vais donner une question qui était posée dans le chat. C'est Léora Simon qui demande s'il y a une façon de mieux adapter le curriculum aux besoins des jeunes qui disent que l'école ne leur enseigne pas les habiletés nécessaires pour la vie quotidienne, afin qu'ils puissent voir la valeur de persévérer. Oui, ben je peux répondre. Modifier le curriculum, bon, ça pourrait être long, je dirais, ou ça pourrait être un pas pire défi, considérant là, les différentes choses. Mais je pense que de se ramener un peu, puis on en a parlé aussi au niveau de la réalité communautaire, de la communauté dans laquelle, la réalité communautaire dans laquelle l'école va évoluer, je pense que c'est bien de s'adapter aussi à la réalité des jeunes qui sont présents. Donc, quand on parle de co-construction tout à l'heure, d'aller avec des activités qui sont, oui, malheureusement ou heureusement, peu importe, extrascolaire, parascolaire, ça demande nécessairement un effort supplémentaire, mais qui est payant au bout de la ligne sur justement le sentiment d'appartenance qu'un élève va avoir au niveau de l'école. Maintenant, quand on parle d'avoir une fonction un peu plus concrète, je pense que ça peut se faire. À certains niveaux, bien entendu. C'est sûr qu'en Mac 536 ou c'est un petit peu plus abstrait, mais bon, déjà, quand on va en 536, il y a déjà une projection déjà un peu plus grande sur qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Mais bon, quand on va quand même en maths ou peu importe, je pense qu'il y a un aspect un peu plus concret à aller chercher, puis un volet un peu plus explicite à aller chercher déjà dans la matière qu'on va donner. C'est un défi supplémentaire, bien entendu. Ça sort aussi de la zone de confort de peut-être de certaines personnes, mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut rendre concret sans nécessairement changer tout le curriculum scolaire, là, c'est bien que je ne sais pas combien de temps ça pourrait prendre, mais je pense que déjà, on peut réfléchir à des actions face à cette clientèle d'élèves-là. Là. Merci infiniment. On va passer à une prochaine question. Oui, alors on a Audrey Viel qui nous demande que pensez-vous des pratiques telles que le mentorat, le jumelage entre pairs ou avec une personne modèle pour favoriser l'engagement et la persévérance? Ça a l'air. Ben, Je- pardon? Vas-y, Vas-y, Frédéric. Frédéric, je vais te laisser y aller, Frédéric. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, André. Non, c'est une blague. Non, non, oui, ça aide. Puis c'est une bonne solution, je veux dire, dans les programmes d'intervention que j'ai menés auprès des programmes de formation professionnelle que j'ai menés avec des enseignants. C'est une des pratiques qu'on utilise, là, formation de groupe, mentorat, travail collaboratif, tout ça. Oui, oui, définitivement. Oui, génial. On poursuit? On a peut-être le temps de deux autres questions. Parfait. Il y a Marie-André Hood qui demande comment renverser les approches évaluatives pour que les élèves cessent de vouloir des points et fournir des efforts en échange. Euh, Donc, quand on est dans un bonne- système de très bonne récompense, c'est ça question. que je Ouais. comprends, Ouais. comment renverser la tendance? Très bonne question. Il y a une collègue un jour qui a dit, je pense qu'on a besoin de success story, beaucoup d'avoir des exemples qui vont venir favoriser ce changement-là à l'intérieur d'un établissement. Euh, Peut-être essayer avec des approches qui vont différer, qui vont davantage valoriser l'effort, hein, plus de façon individuelle, puis de voir l'effet que ça va avoir au niveau de la classe. Tu sais, je pense que d'y aller de façon comme ça, hein, progressivement, puis je m'étais dit que j'allais pas trop me lancer dans les systèmes d'émulation là, ici non plus, là, parce que ça aussi, ça pourrait être un très long débat. Mais je pense que vraiment, d'aller davantage, d'initier des initiatives qui vont venir valoriser l'effort. Euh, Parfois, on va penser à des points, tu sais, des points ou des tableaux. Souvent, je vois des tableaux dans les classes. Ben, je voyais des tableaux dans les classes. Puis je me dis, si on essayait de prendre ces tableaux-là, mais les amener dans l'agenda de la personne, puis de valoriser son effort, pour pas que ça semble nécessairement exposé à l'ensemble de la classe. Parce que si un Mhm. jour elle n'est pas en mesure de faire de l'effort pour quelconque raison, mais qu'on vient comprendre, puis après ça verrouille, tiens, on a moins d'efforts aujourd'hui, puis ça offre aussi une possibilité d'échange avec l'enfant. Donc, on n'est plus dans une perspective où, tiens, voilà, je t'expose devant tout le monde, tu n'as pas fait d'effort aujourd'hui, voici, donc, d'arriver avec juste peut-être un compte rendu avec l'enfant, un tableau de bord. Sous lui peut se noter aussi sur comment il s'est senti par rapport à ça, puis offrir ce contexte-là d'échange avec un adulte significatif. Ça peut être un éducateur, ça peut être un psychoède, ça peut être un autre adulte, ça peut être l'enseignant. Puis des fois, ça peut être un contexte d'échange en petits groupes ou des élèves ciblés qui ont de la difficulté avec leur effort, ben, vont pouvoir échanger sur qu'est-ce qui les a motivés, bien sûr, guidés avec un adulte qui pourrait être là. Donc, c'est des idées que je donne, mais je pense qu'on a besoin de success story, tout ça pour changer ce Appel à changement-là. tous. On veut des études Oui, de cas de gens qui ont réussi. oui, c'est ça. Puis peut-être que Frédéric pourra bonifier là, avec la recherche autour de ça, là. Ah, ben c'est sûr que, écoutez, tu sais, il y a une tendance naturelle à se comparer, hein. Fait que ça est bien ancré en salle de classe. Après ça,
Puis ça vient un peu avec l'idée de performer mieux que les autres, que la note est une récompense pour certains élèves, pas pour tous, mais pour certains élèves. Donc, comment on peut atténuer ces mécanismes de comparaison, puis l'importance qu'on donne beaucoup aux notes, donc ce qu'on appelle nous autres des buts de performance versus des buts de maîtrise. Ben, c'est sûr que la relation école-enseignant, puis comment il va renforcer l'effort plutôt que la performance, ben, ça risque de changer les buts. Vous savez, moi, je viens d'une époque où on nommait les notes de la plus forte à la plus faible en salle de classe. Et je peux témoigner par expérience personnelle que d'être nommé constamment dernier, c'est jamais bien plaisant. Mais pourtant, l'enseignant utilisait ça pour changer chez moi mon comportement, meilleure assiduité en classe. Écoutez, moi, j'étais très assidu en classe, c'était pas ça. C'est que je comprenais pas les stratégies qu'on m'enseignait. Il était là mon problème. Fait que je pense qu'on doit, tu sais, moduler, modifier certaines choses pour amener les jeunes à développer des buts de maîtrise de la tâche plutôt que des buts de performance. Je vous remercie infiniment. C'est tout le temps qu'on avait pour la période de questions. Je vous remercie, Frédéric, Félix, David, de votre générosité ce matin dans les échanges, le temps que vous avez pris pour préparer ce webinaire-là avec nous. C'était vraiment des échanges de très grande qualité. C'était très inspirant avec tant de la théorie que de la pratique. Je pense que on ressort de là avec des apprentissages. On ressort de notre discussion ce matin avec des apprentissages. On en ressort ça avec des pistes de réflexion parce que je pense que c'est du travail sur soi aussi, c'est du travail sur notre pratique pour mettre en place là, des conditions là, qui vont favoriser la motivation, puis l'engagement qui vont favoriser les efforts, puis mener à la réussite là, éducative de nos jeunes, si j'ai bien appris ma leçon. Alors, je vous remercie infiniment. Avant que vous nous quittiez, tous, chers participants, on va vous inviter à écouter notre toute dernière production Réseau Russe Montréal, notre vidéo. Vous allez aussi, je vous rappelle, recevoir un dossier documentaire. Puis dans le cadre de ce dossier documentaire-là, on va aussi euh, donc, vous présentez les constats, les données de la QSGS vont être à nouveau disponibles. Vous allez avoir un lien de rediffusion du webinaire, notre nouvelle capsule, des ressources pour aller plus loin et, bien entendu, un formulaire d'évaluation, puisqu'on vous demande, là, on est dans un processus d'amélioration continue. C'est important, on veut savoir ce que vous avez pensé. Alors, je me tais, on laisse place aux vidéos. Merci encore d'avoir euh, été avec nous en cette matinée euh, de février. Saviez-vous qu'un élève motivé est disposé à s'engager et à consentir des efforts? Cela lui permettra d'avoir de meilleurs résultats scolaires, de persévérer davantage et d'être moins à risque d'abandonner l'école. Alors, comment favoriser la motivation et l'engagement? Ça prend 5 ingrédients clés. Le sentiment de compétence, le sentiment d'autonomie, le sentiment d'appartenance, la valeur, la perception de contrôle. Bon à savoir, la motivation sera plus durable si l'élève réalise la tâche par plaisir ou par intérêt, parce qu'il la trouve pertinente ou importante. Maintenant, tous les jeunes peuvent avoir des enjeux de motivation, mais certains sont davantage à risque. Les élèves issus de milieux défavorisés, qui sont plus susceptibles de vivre des difficultés scolaires et d'avoir un sentiment d'appartenance plus fragile. Les garçons, qui sont plus sensibles aux stéréotypes dénigrant l'effort scolaire et qui peuvent craindre de paraître engagés. Les élèves en difficulté d'apprentissage, qui doutent souvent de leur capacité à réussir en raison des échecs qu'ils ont vécus. Et parce que la motivation et l'engagement ont plusieurs facettes, tout le monde fait partie de la recette. Les enseignantes et les enseignants grâce à leurs pratiques pédagogiques et aux conditions de la classe. Les parents en tant que premiers éducateurs de leur enfant. Les pairs engagés en raison de leur influence positive. Les organismes communautaires à l'aide de leurs projets et de leurs interventions. Bref, il n'y a pas de recette miracle. Mais lorsque les bons ingrédients sont présents et que tout le monde met la main à la pâte,
Les élèves sont plus motivés et engagés et ont de meilleures chances de réussir. Merci.